avec une table ronde. C'est ça, je vérifiais bien que les noms étaient bons. Avec une table ronde consacrée au rôle des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des sociétés, la DRETS, dans l'accompagnement des entreprises qui mettent en œuvre des projets de licenciement collectif. Je rappelle que les DRETS sont les interlocutrices des entreprises qui établissent des plans de sauvegarde de l'emploi et les entités administratives chargées de valider les accords ou d'homologuer les documents élaborés par les employeurs qui servent de support aux mesures négociées ou décidées dans ce contexte. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Bruno Drolez, j'espère que je n'abîme pas votre nom. C'est parfait. Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail, ça a été des Hauts-de-France. Madame Véronique Descac, excusez-moi, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Monsieur Marc Rofrich, directeur régional et interdépartemental par intérim de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France, accompagné de monsieur Jean-Philippe Devoucou, responsable du département accompagnement des entreprises de l'unité départementale de Paris. Madame Valérie Guerne, responsable du pôle entreprise, emploi et solidarité de l'unité départementale des Hauts-de-France. Et monsieur... Haute-Seine, oh, excusez-moi. En plus, c'était bien marqué. Et monsieur Alexandre Marx, adjoint à la chef du service restructuration. Mesdames, messieurs, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre sollicitation. Vos témoignages, votre expertise et vos réponses à nos interrogations seront très utiles dans le cadre de nos travaux. Je vais vous passer tour à tour la parole pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes. Puis nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous propose, si vous êtes d'accord, de laisser peut-être la parole dans un premier temps à monsieur Drolez, ou peut-être vous avez prévu un passage différent. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, à peine 10 minutes, je crois, pour vous présenter pour des propos liminaires en 3 points. J'aimerais vous dire quelques mots sur les PSE et leur représentativité dans la région de France, quelques mots aussi sur le panorama économique des Hauts-de-France qui est important pour comprendre le rôle de la DRETS sur la gestion des défaillances d'entreprise, et peut-être aussi quelques mots sur les équipes qui sont en charge dans les DRETS et dans les DETS de s'occuper de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Sur le premier point, simplement, nous sommes, mais je pense que la DGEFP a dû vous le dire, la 3e région en termes de PSE initiée, en tout cas en 2024. Ça s'explique en partie par le fait que c'est une région dans laquelle il y a beaucoup de sièges d'entreprises, notamment de sièges qui appartiennent à ce qu'on appelle la galaxie de la famille Mullier. Nous avons connu récemment, enfin en tout cas en 2024, une augmentation assez importante du nombre de PSE qui ont été initiés dans la région. On y reviendra plus tard, je pense, dans le cadre du questionnaire. Et comme tous les collègues, enfin beaucoup de collègues ici présents, je pense que nous avons vu croître à la fois les établissements concernés par des PSE et le nombre de salariés impactés dans nos régions. Hors PSE, les défaillances aussi, parce qu'on a tendance à parler essentiellement des PSE, mais il y a aussi toutes les autres petites entreprises, et qui constituent d'ailleurs la majorité des défaillances. Et là aussi, on a pu constater au cours de l'année 2024 une augmentation des défaillances. Sur le deuxième point, qui est un portrait rapide du panorama économique de la région de France, moi je découperai en 4 secteurs économiques cette région. On a des secteurs historiques porteurs, avec des secteurs vraiment porteurs, comme je prends un exemple agroalimentaire, avec beaucoup de projets d'installation qu'il faut accompagner, notamment dans la transformation de la pomme de terre. On a 3 entreprises notamment assez importantes qui vont s'installer ou qui se sont installées là récemment, et ce qui n'empêche pas parfois effectivement des restructurations, malgré que ce soit porteur. Je pense notamment à la société Buitoni, dont la presse s'était fait l'écho en 2022 à la suite d'un scandale sanitaire et qui a été reprise depuis.
Des secteurs économiques en difficulté, port historique également, mais là en difficulté, et je pense notamment au retail, avec énormément de plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été gérés en 2024 dans la région. 9 plans de sauvegarde de l'emploi pour des enseignes que tout le monde connaît. Et également actuellement le PSE d'Auchan qui vient juste de s'achever, puisque j'ai signé hier les décisions sur ce PSE. Troisième typologie de secteur, je vous disais 4, ce sont les secteurs fragilisés par les transitions écologiques et énergétiques. Et là, pour les Hauts-de-France, c'est la sidérurgie. Évidemment, vous avez lu, comme moi, je suppose, dans la presse, mais j'ai depuis rencontré évidemment le DRH, l'annonce pour ArcelorMittal. Mais il y a également, évidemment, l'automobile et notamment tous les sous-traitants qui sont confrontés aujourd'hui à la disparition programmée du moteur thermique et à l'apparition à la mise en place de la voiture électrique. Et c'est justement le quatrième secteur qui est les secteurs émergents. Et là, on a la vallée de la batterie, par exemple, avec les Hauts-de-France, qui ont un gros programme d'installation d'entreprises de fabrication de batteries et également Laval avec le recyclage. Voilà, rapidement dresser le panorama. Le troisième point, c'est vous dire que les personnes qui s'occupent de l'accompagnement des entreprises défaillantes ou en difficulté au sein des Dread States, moi je les ai évaluées à peu près à 5% des effectifs de la région. Elles sont essentiellement concentrées dans ce qu'on appelle les services mutation économique, mais on aura sûrement l'occasion également de parler des commissaires au redressement productif, de ce que nous on appelle les DARP, les délégués à l'accompagnement des restructurations et des parcours professionnels, mais globalement les SER aussi, les services économiques de l'État en région qui suivent des filières ou des entreprises, mais globalement, pour l'ensemble d'une région comme les Hauts-de-France, c'est 5% des effectifs. Mais c'est énormément d'expertise et ça, je pense qu'on aura l'occasion de vous en parler. Je vous remercie. Peut-être passer la parole à vous, Madame Descaques. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Alors, du coup, le choix de régions si différentes que nos 3 régions est particulièrement judicieux parce que vous allez voir qu'en Bretagne, on a des problématiques complètement différentes. On est une région plus petite, plus cohérente. On est une ancienne région qui n'a pas été fusionnée avec une autre, donc des territoires dans lesquels il y a beaucoup de coopération et surtout une relation entre le niveau régional et le niveau départemental qui est peut-être plus facile que dans une grosse région, mais je vous le dirai après pour les vôtres. Et la particularité de notre territoire en termes économiques, c'est beaucoup de TPE et de PME, même de TPE. Sur les 218 000 entreprises bretonnes, il y a 207 000 entreprises de moins de 10 salariés, un peu plus de 95%. Et si j'y ajoute les moins de 50, ça fait 216 000. Donc là, on doit être à 97% à peu près. Et par ailleurs, au-delà de ça, les spécialisations par activité de l'activité économique en Bretagne, c'est beaucoup l'agriculture et l'agroalimentaire. On est la première région agricole, peut-être pas derrière toi, je crois qu'il doit y avoir une autre devant nous, l'Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine. Donc on est la première région agricole. On a l'habitude de dire en Bretagne qu'on a nourri la France pendant le Covid, mais c'est un peu vrai. Donc beaucoup d'agriculture, beaucoup d'industrie agroalimentaire. On a peu d'industrie en Bretagne, mais à l'intérieur du pôle industriel, c'est l'industrie agroalimentaire qui est vraiment très prégnant. Et puis évidemment le tourisme, et évidemment aussi les métiers à la personne. Je vous dis ça parce que du coup, la gestion ou l'ajustement au niveau d'activité, mais aussi à la saisonnalité des activités, fait qu'on a beaucoup plus recours en Bretagne à la précarité, au contrat court, l'intérim, les CDD, plutôt qu'au PSE. La demande d'emploi, pour le dire autrement, ou de chômage est plutôt alimentée à la fin des CDD et à l'évolution de l'intérim que aux difficultés d'entreprise, et en tout cas aux difficultés économiques des entreprises. Pour vous donner quelques chiffres, presque 9% de l'emploi total en Bretagne, ce sont des CDD, contre 7,7% au niveau national. Entre parenthèses, à 6,9% des hommes, 11% pour les femmes. Et l'intérim représente 3,2% de l'emploi en Bretagne contre 2,6% au niveau national. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on n'a pas de PSE, mais vous voyez que la baisse de l'intérim sur un an, là, sur l'année 2024, la baisse de l'intérim en Bretagne, c'est plus de 2200 équivalents temps plein, ce qui veut dire en poste probablement un peu plus.
à comparer donc aux suppressions d'emplois issus des PSE sur la même année, 2470. Donc vous voyez un nombre équivalent finalement, baisse d'intérim salariés concernés par les PSE en 2024, qui était une année record, parce que si on raisonne en moyenne, puisque vous nous avez demandé les chiffres depuis 2013, entre 2013 et 2024, il y a eu en Bretagne 214 PSE, 13 négociations de rupture conventionnelle, ça fait à peu près ça concerne à peu près 1300 personnes par an. Voyez, donc ça n'a rien à voir avec les chiffres qui sont les tiens, et encore moins avec ceux qui vous seront donnés tout à l'heure en Île-de-France. Donc, ce que je peux dire aussi pour compléter ce qu'a dit Bruno, c'est que l'action de la DRETS dans l'accompagnement, du coup, globalement, pas seulement des PSE, mais des entreprises qui sont ou en nécessité de se transformer, de se restructurer, ou des entreprises en difficulté. C'est évidemment, comme l'a dit Bruno, au premier chef, le service économique de l'État en région, mais déjà, j'ai envie de dire en amont, dans la connaissance de ce qui se passe sur le territoire. On a dans nos directions un service qui s'appelle le service statistique et évaluation, les 16, qui évidemment nous aide beaucoup à avoir l'intelligence de ce qui se passe sur le territoire, connaître la situation conjoncturelle de l'économie, la situation de l'emploi. Et qui fait le lien aussi avec les autres directions d'ailleurs de l'État en région sur ces sujets, la Banque de France, l'INSEE, la DRFIP, etc. Et que par ailleurs, cette connaissance de la situation économique, macroéconomique à ce stade du territoire, on la partage aussi avec les acteurs économiques et sociaux, notamment par exemple avec les organisations syndicales et professionnelles. En Bretagne, on a ce qu'on appelle une conférence sociale qui se réunit autant de fois que les acteurs estiment qu'elle doit se réunir, c'est-à-dire plusieurs fois par an, où on a un partage sur la situation économique du territoire et parfois un partage sur la situation d'un certain nombre d'entreprises. Et puis on les partage aussi entre acteurs de l'économie au sens strict, les directions de l'État dont j'ai parlé tout à l'heure, la Banque de France, l'INSEE, les DRFIP, mais aussi avec les représentants des chambres consulaires, les présidents des tribunaux de commerce, le représentant des banques locales, voilà, pour avoir un échange approfondi, très en anticipation et en veille de ce qui se passe dans le territoire. Et puis par ailleurs, puisque je vous ai dit qu'on était un territoire essentiellement composé de TPE, on a aussi, vous savez, les observatoires du dialogue social dont vous avez dû entendre parler, qui sont des structures qui existent depuis 2017, je crois, les ordonnances, qui sont vraiment à destination des TPE, qui se réunissent régulièrement en département, mais qu'on réunit aussi parfois, dont on réunit les présidents au niveau régional, où là aussi on a des échanges d'informations dans les deux sens. On leur donne les statistiques qu'on a, mais ils nous disent aussi comment ça se passe dans leurs petites entreprises, donc sur la situation économique de ces entreprises. Ensuite, quand on a passé le stade de la connaissance macroéconomique, disons la connaissance micro des entreprises, elle se fait, Bruno en a parlé. Alors nous, on a organisé à la fois les gens du service économique de l'État en région, mais aussi le CRP, mais aussi les DARP. On a constitué une espèce de réseau. Les DARP, il y en a au niveau départemental comme régional, qui maillent un petit peu le territoire pour visiter le plus possible d'entreprises et être au maximum dans l'anticipation des difficultés qu'elles ont, ou encore une fois, des nécessités de transformation. Parfois, ce n'est pas des difficultés économiques, mais au regard des nouvelles technologies, des marchés émergents ou que sais-je, elles ont besoin qu'on accompagne leur transformation. Donc ça, DARP, CER, CRP, Bruno en a parlé, on pourra peut-être y revenir dans le détail. Les services Muteco, Bruno en a parlé, c'est des services importants chez nous, très techniques, très compétents, qui accompagnent, on le verra, du début jusqu'à la fin des processus, la discussion des PSE, mais ils ont aussi un gros travail d'anticipation, notamment avec les branches professionnelles, puisqu'ils ont des relations avec les branches professionnelles, et notamment, ils sont là vraiment au stade de l'anticipation, et notamment de l'anticipation des transformations, au travers des contrats d'objectifs de branche, par exemple, d'anticiper toutes les évolutions de l'emploi et des compétences, des besoins en compétences qui peuvent exister dans les branches, et donc, du coup, dans les entreprises du territoire. On y reviendra peut-être aussi dans le détail, donc je n'y reviens pas, mais il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent être mobilisés à ce stade, et d'ailleurs peut-être que la DGEFP vous en a déjà parlé, le FNE Formation, les EDEC, transition collective dont on a dû vous parler, et PCRH, qui est particulièrement important en Bretagne, puisque PCRH, c'est un dispositif d'accompagnement RH des TPE, donc qu'on mobilise beaucoup via les contrats avec les branches. Toute la phase d'accompagnement, c'est pareil, j'y insiste pas trop parce que j'imagine qu'on y reviendra, l'activité partielle de longue durée qu'on a mis en place pour le Covid, et puis rebond qu'on commence à mettre en place maintenant. On a déjà eu des manifestations d'intérêt pour la PLD rebond.
Mais au-delà de ce qui a été dit sur voilà, les services qu'on voit beaucoup sur l'accompagnement des entreprises, voilà, je veux quand même souligner qu'il y a aussi un rôle de l'inspection du travail, en particulier dans les régions comme la mienne, où il y a beaucoup de petites entreprises et des précarités, et que la campagne de l'inspection du travail, de lutte contre la précarité, qui va amener l'inspection du travail dans les entreprises à vérifier l'utilisation qui est faite des contrats courts, de l'intérim, etc., et éventuellement dans une phase d'abord de pédagogie, d'explication avant de rentrer dans une phase de contrôle, ça peut participer justement à répondre aux besoins des entreprises et sans qu'elles aient un recours abusif au contrat court. Et puis j'ai aussi regardé comment les services de renseignement en droit du travail, donc toujours l'inspection du travail, étaient interpellés pour accompagner des salariés individuellement, encore une fois, puisque nous c'est vraiment le sujet, sur les ruptures de contrat de travail et sur les licenciements économiques. Et en 2024, par exemple, elles ont été saisies 10 031 fois exactement sur des ruptures de contrat, sur les ruptures de CDI, et 1024 fois sur des licenciements économiques. Donc ça participe aussi de l'accompagnement d'une certaine façon que l'on peut faire. Et puis, peut-être, je peux noter aussi, pour vous montrer le fait qu'on ait beaucoup de métiers dans nos directions et que cette transversalité de l'ensemble de nos métiers, elle participe à la connaissance des entreprises. On a par exemple organisé avec la CCRF, qui est dans les DRETS, la Banque de France, la DRFIP, une sorte de conférence de presse. On a invité tous les acteurs économiques sur les délais de paiement. Non seulement pour dire à quelles sanctions s'exposaient les entreprises quand elles dépassaient les délais de paiement, mais quelles difficultés elles pouvaient aussi procurer dans toute la chaîne, mais aussi toutes les aides qu'on pouvait leur apporter pour éviter d'en arriver à mettre en difficulté leurs fournisseurs au travers des délais de paiement. Donc voilà ce que je peux vous dire avant peut-être de rentrer dans le détail du processus si vous avez des questions là-dessus, mais peut-être dire quand même, et même si on a encore une fois peu de PSE en Bretagne, encore une fois 214 pendant la période concernée 2013-2019, même si il y a un pic en 2024, un pic certain en 2024, un pic du nombre et un pic du nombre de personnes concernées aussi, 2500 cette année, enfin en 2024, alors qu'on est en dessous de 1000 une année normale, donc avec probablement un effet rattrapage. Ce que je voulais dire sur la gestion des PSE, c'est deux choses. D'abord, une présence continue de l'administration tout au long du processus, dès le début du processus, c'est-à-dire dès qu'on a l'information qu'il y a un PSE, ça c'est plutôt le niveau départemental dont vous parlerez peut-être tout à l'heure, mais les équipes des directions départementales prennent contact avec l'entreprise, avec ses partenaires sociaux et les accompagnent dès le début, les conseils, veillent au cadrage juridique, mais aussi, et c'est mon deuxième point, un accompagnement au dialogue social. La moitié des PSE, un peu plus de la moitié des PSE en Bretagne sont issus d'un accord. On les accompagne vraiment tout le long du processus, aussi le dialogue social, y compris jusqu'à intervenir si elles n'arrivent pas à obtenir les documents dont elles ont besoin, la base de données économiques et sociales par exemple, y compris si elles n'arrivent pas à obtenir le recours à un expert, qui est leur droit. On peut aller jusqu'à faire des injonctions, on en a fait 2 je crois dans la période, pour que les partenaires sociaux puissent avoir accès à l'expert par exemple. Je vous remercie. Je vous demanderai de couper votre micro, s'il vous plaît. Et je vais laisser la parole à Marc Rofrich, j'espère qu'il n'y avait pas votre nom aussi, pour la dernière intervention liminaire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Je vais essayer de ne pas redire des choses qui ont déjà été dites par mes collègues à l'instant, simplement vous dresser un petit portrait de l'Île-de-France, enfin sans aller trop dans le détail naturellement. Vous savez bien que c'est la première région en termes de PIB, environ 30% du PIB national, et en termes d'emplois salariés, plus de 25%. C'est également la première région en termes de procédures, avec 261 PSE et 54 RCC en 2024. Ça s'explique évidemment par à la fois la densité du tissu économique et puis l'effet siège, dont a également parlé Bruno tout à l'heure, et le fait que lorsque un PSE impacte plusieurs régions, la DRIETS ou la DRETS de la région du siège, généralement, traite le PSE en interface et en articulation et en bonne coordination avec les DETS des autres territoires impactés. Pour information, les départements de Paris et du 92, qui sont particulièrement impactés par l'effet siège, instruisent chacun autant de PSE par année, dans l'année que les principales autres régions de métropole, comme Auvergne-Rhône-Alpes ou Hauts-de-France. Donc ces deux départements, chacun, à eux seuls, instruisent autant de PSE que les autres régions, les grosses régions.
À noter que on a une petite baisse de la part des PSE instruits en Île-de-France depuis 2024. On était jusqu'à 50% des PSE nationaux dans la période 2020-2023. C'est un peu moins aujourd'hui, on est entre 30 et 40%. Et ça peut s'expliquer aussi par la hausse marquée des procédures dans l'industrie manufacturière, où l'Île-de-France est un peu moins présente. La spécificité aussi du tissu francilien, c'est que un PSE en Île-de-France n'a pas généralement le même impact en Paris et Petite Couronne que dans d'autres territoires, en Grande Couronne ou dans les autres régions, parce qu'il y a un effet de dilution important. Il y a un grand nombre il y a un dynamisme économique, beaucoup d'entreprises, et les suppressions d'emplois sont souvent moins compliquées à traiter a posteriori. Et la revitalisation et le reclassement est plus simple en Île-de-France sur la Petite Couronne et Paris. Donc généralement, les PSE sont moins conflictuels lorsqu'ils impactent ces territoires-là. La part des PSE menées en procédure collective, c'est 30% des PSE en Île-de-France, et c'est un peu moins fort qu'au niveau national. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est aussi qu'avec cette spécificité territoriale, l'organisation de la direction régionale et interdépartementale est un peu différente. Vous avez noté le I dans DRIETS, c'est la seule direction qui comporte cette lettre supplémentaire. On n'est pas une DRETS, c'est parce que justement les 4 départements de Petite Couronne sont embarqués dans la direction et ne sont pas des DETS, contrairement à ce qui se produit dans les autres régions de France. C'est un peu pour consacrer le fait métropolitain. Et donc le souhait d'avoir en Petite Couronne et à Paris un traitement au sein d'une même direction avec l'emprise régionale et francilienne. Cela n'empêche pas qu'en termes d'organisation interne, nous choisissons de confier l'instruction en priorité aux unités départementales et aux DETS. L'unité régionale de la DRIETS en traite certains, un petit nombre. Par exemple, nous avons traité l'année dernière le PSE du COJO, de Paris 2024, quand ils ont liquidé l'organisation du COJO, de Valeo, de Nexity, enfin des PSE peut-être sensibles ou des PSE qui ont des particularités qui sont traités plutôt à l'unité régionale. Sinon, la règle générale, c'est qu'ils soient traités dans les départements, par les collègues qui sont dans les départements. Et l'unité régionale gère également les contentieux. On a une compétence dans les contentieux. En termes de moyens, c'est à peu près 25 TPT sur l'Île-de-France. Et ce que je pouvais vous dire également sur les actions que nous menons, selon plusieurs axes, à la fois en amont des difficultés d'entreprise, et pour des entreprises qui n'ont pas de difficultés encore, on accompagne évidemment beaucoup d'entreprises qui ne sont pas en difficulté, avec les différents dispositifs que mes collègues ont déjà pu évoquer, et qu'on pourra réévoquer tout à l'heure. Mais je voulais souligner notamment le soutien à France 2030. On participe aussi du soutien à France 2030. On apporte des aides aux entreprises pour les aider à se positionner sur des marchés porteurs, sur des technologies d'avenir, ce qui permet d'éviter aussi, ça participe de la prévention des difficultés, puisque on accompagne ces entreprises pour être plus compétitives et mieux positionnées dans le contexte international et national. En amont des difficultés, vous l'avez vu, l'action des CRP, l'action de nos équipes pluridisciplinaire est particulièrement importante pour prévenir les difficultés qui sont soit liées à des problèmes d'endettement, soit à des problèmes de sous-activité qui ne permettent pas à l'entreprise d'atteindre le point mort, des délais de paiement qui sont trop longs, des prix d'énergie ou de matières premières qui sont trop importants et qui sont difficilement répercutés sur les prix de vente. Et on a donc des boîtes à outils assez variées et complémentaires entre les différents services pour répondre à ces difficultés. Notamment la médiation du crédit, l'étalement de dette, les restructurations, l'activité partielle, on l'a évoqué, la recherche de repreneurs. Donc nos équipes, par exemple, en Île-de-France, ont accompagné en 2024 400 entreprises par le CRP, l'équipe du CRP et de la protection du tissu économique, 400 entreprises qui ont du coup fait appel à nous, vers lesquelles on s'est tourné pour éviter qu'elles ne se retrouvent en situation de devoir licencier ou de devoir fermer, tout simplement, mettre la clé sous la porte. Sur l'après, là c'était en aval, en amont, mais maintenant en aval, lorsque des difficultés apparaissent et qu'il faut licencier et réduire la masse salariale, on a évidemment le rôle que vous connaissez et que d'autres ont déjà décrit, le rôle des DRIETS de contrôle et
et de sécurisation juridique de la procédure du PSE. On a aussi un rôle important de médiation et de tiers de confiance. Et on est là effectivement pour faire en sorte que le dialogue social se passe du mieux possible dans les entreprises qui auront à mettre en œuvre des procédures de ce type. On pourra rentrer plus dans le détail de ce qu'on contrôle précisément, les principaux points de contrôle, ce qui est fait. On a également, donc, à la fin de la décision, qui relève du directeur de la DRIETS, de validation, d'homologation, voire de refus de ces plans de sauvegarde de l'emploi, et donc les contentieux que j'évoquais tout à l'heure. Vous dire également qu'en termes de revitalisation, là aussi, lorsque la revitalisation s'applique, c'est 12% des PSE en Ile-de-France qui font l'objet de revitalisation sur la période de 2020-2023, et que ça représente un engagement moyen de l'ordre de 10 à 20 millions d'euros pour participer à la redynamisation des territoires qui sont impactés par des suppressions d'emplois et des bassins d'emploi lorsque ça s'y prête. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes d'introduction, et on est là pour répondre évidemment à toutes vos questions. Merci beaucoup. Je vais transmettre la parole à monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Effectivement, vous avez raison de souligner l'importance d'avoir une approche qui montre la pluralité territoriale et à la fois ce qui peuvent être, et c'est aussi l'objet de cette audition, des similitudes, des lignes de force, d'analyse globale, et puis aussi de voir les particularités pour nous attacher à bien comprendre la situation, à formuler des préconisations qui soient les plus adaptées aussi à des réalités qui peuvent être diverses. Donc je vous remercie aussi pour les éclairages que vous pouvez nous apporter à chaque fois sur les spécificités des territoires sur lesquels vous opérez. J'ai un certain nombre de questions, peut-être les collègues aussi. Certaines peut-être, pas peut-être, sûrement, vont rejoindre des choses que vous avez pu évoquer. C'est pour vous permettre aussi de développer les choses et d'affiner un peu un certain nombre d'éléments que vous pouvez porter à notre connaissance. D'abord, j'aimerais savoir si vous avez cette donnée dans vos régions respectives, combien de PSE ont été refusés en 2024 et pour quel motif ? Alors nous, on a fait effectivement un travail de recensement qui remonte à 2013. Donc pour chaque année, entre 2013 et 2025, le nombre de refus de PSE, c'est un total donc, qui était en 2013 autour de 22 refus. Je n'ai pas le nombre total de PSE dans ce tableau, mais je pourrais vous le transmettre si vous le souhaitez. Mais donc les refus, c'était 22, 39, 40 en 2024. Refus, ce qui représente quand même une petite part du nombre de PSE. Je disais tout à l'heure 214 en 2024. En 2024, on en a refusé 2. Et donc, on part d'un chiffre juste après 2023 qui est assez élevé, parce qu'on était juste après l'adoption de la loi et il y avait quand même encore un certain nombre d'ajustements qui étaient nécessaires et on n'était pas nécessairement parfaitement aligné avec les employeurs et les OS. Donc, on avait des chiffres relativement élevés dans les quelques premières années suivant 2013. Ensuite, ça baisse assez vite. On a 10 refus en 2016, par exemple. On en a 10 en 2017 et depuis 5 ans, on en a moins de 5. On en a 4 ou 3 ou 2 chaque année. En Bretagne, sur mes 240 PSE sur la période, il y a eu peu de refus, 7 décisions de refus de validation de l'homologation sur les 214, mais un seul définitif, parce qu'en fait, les 6 autres ont été modifiés, complétés, redéposés et finalement acceptés. Donc une seule décision définitive de refus. Pardon, excusez-moi, sur les motifs, généralement. Oui, pour les Hauts-de-France, sur la période 2019-2024, on a fait 16 refus. Alors, sur un total de PSE que je n'ai pas compté, mais ça représente à peu près, selon les années, entre 0 et 4% des PSE traités. C'est vraiment très faible. Et les motifs principaux sont l'insuffisance, en premier, des moyens consacrés par l'entreprise au PSE. Le deuxième motif, c'est un motif de procédure qui n'est pas conforme. L'insuffisance des moyens, c'est à peu près la moitié. On va dire 25% pour les Hauts-de-France sur la procédure qui n'est pas conforme. Et le reste est relativement mal codifié, mais ça renvoie à les autres 25% se partagent chez moi entre les deux premiers que je viens de vous donner. Insuffisance du PSE ou ordre des licenciements. Pour ce qui nous concerne en Ile-de-France, on a à peu près les mêmes ratios. Enfin, on est à moins de 5% de taux de refus dans les années récentes, même moins de 2%.
Et les motifs, c'est la plupart du temps des irrégularités de procédure, d'information-consultation ou des irrégularités dans l'ordre des licenciements ou les catégories socio-professionnelles, qui est le deuxième motif le plus élevé. Et ensuite, on a l'insuffisance des moyens qui arrive derrière et la non-conformité avec l'accord pour une part résiduelle. Je voulais vraiment souligner que les refus ont véritablement décru au cours des dernières années. Je pense qu'on peut vraiment le constater par une meilleure appropriation de la loi de sécurisation de l'emploi. Il y en avait beaucoup plus au début. Et là, aujourd'hui, on est sur vraiment un taux marginal de refus, par une meilleure connaissance des acteurs sociaux et de la jurisprudence qui s'est vraiment développée autour de ces questions. Et donc j'imagine que ces motifs que vous avez évoqués sont vos principaux points de vigilance dans le processus de validation ou d'homologation des PSE. Il apparaît que seulement 40% des bilans sur les PSE transmis par les entreprises sont correctement renseignés. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ce phénomène et quelles seraient les pistes éventuelles que vous pourriez nous préconiser pour y remédier? Alors, l'explication des services chez moi, c'est qu'au fond, comme on les suit de près, je vous l'ai dit, hein, depuis le début du processus jusqu'à la fin, et même dans le suivi, les commissions de suivi, la direction départementale y participe, mais peut-être que le niveau départemental pourrait donner son éclairage là-dessus. En fait, ce qu'on me dit, c'est un manque de remplissage du RUPCO, mais en vérité, on les a, les informations. Hein. Donc, on continue à suivre, y compris au moment des commissions de suivi, ce qui se passe dans les PSE. Donc les départements, chez moi en tout cas, me disent qu'ils ont les informations, mais simplement ils ne remplissent pas forcément RUPCO avec consciencieusement, on va dire. Oui, alors effectivement, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de sanction associée à la non-complétude des bilans sur RUPCO. Donc ça, c'est un premier élément. Ça pourrait éventuellement changer à l'avenir. Enfin, ça fait partie des choses qui peuvent évoluer de manière assez simple. On relance, nous, quand on ne les reçoit pas, les bilans. Hein. On a une action sur ce sujet-là. On essaie véritablement de faire en sorte que les entreprises répondent, mais on n'a pas de moyens de contrainte. Et il se trouve que cette statistique est quand même assez juste. Et en Ile-de-France en particulier, on n'a pas la capacité à aller, comme on en a un certain nombre, on n'a pas la capacité à les suivre tous de manière très très fine après l'homologation ou la validation du PSE. Donc les participations au comité de suivi sont sans doute un peu moins systématiques en Ile-de-France que dans d'autres régions. Comme pour la Bretagne, on relance, effectivement. Comme pour la Bretagne, on a les bilans, puisqu'on assiste aux commissions de suivi des PSE. C'est juste un problème de saisie de la part de l'entreprise dans le système. Et il n'y a pas, effectivement, de pénalité associée au fait de ne pas déposer. Juste peut-être pour compléter aussi les propos de mes collègues, signaler aussi qu'il y a quand même à peu près en moyenne, hein, depuis 2013, environ entre 20 et 30% des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont conduits donc, dans le cadre de procédures collectives. Donc les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires viennent se substituer à l'employeur et à l'entreprise. Et donc c'est eux qui conduisent à la fois l'ensemble de la procédure d'information-consultation des PSE, mais c'est eux aussi qui sont tenus et liés par ces obligations de transmettre des bilans. Et pour avoir travaillé au niveau national, c'est vrai que on constate que les bilans qui doivent être transmis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires le sont quasiment, enfin je ne vais pas dire jamais, mais vraiment on a une très très faible proportion de ces bilans qui sont transmis. Par ailleurs, je tiens aussi à indiquer que, effectivement, notamment en Ile-de-France, il est parfois compliqué de suivre l'ensemble des commissions de suivi des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est évident. Par contre, il nous appartient véritablement au sein de nos services, lorsqu'on est saisi d'une difficulté par un représentant d'une organisation syndicale lors d'une commission de suivi, donc voilà, d'un problème particulier, soit dans le fonctionnement, soit enfin, quelques difficultés qu'elles soient, ils ont tout à fait la possibilité de saisir l'administration et dans ce cadre-là, nos services se rendent dans les commissions de suivi pour essayer de résoudre les difficultés.
Je vous remercie. J'aimerais que vous puissiez nous expliciter votre rôle dans le suivi des conventions de revitalisation. Qu'on comprenne bien comment vous intervenez et que vous nous donniez un peu votre analyse sur ce moment-là. Alors, au niveau, donc, la revitalisation, d'abord, le processus commence par, la première phase, c'est un recueil d'observation de la DETS ou de l'unité départementale au nom du préfet de département. Hein. Ce que je tiens à le rappeler, la revitalisation est une compétence du préfet de département, contrairement à l'instruction, l'homologation, validation des PSE où on est sur une compétence DRETS. Donc on recueille les observations de l'entreprise avant de soumettre une décision d'assujettissement au préfet de département. Ensuite, on adresse cette décision d'assujettissement à l'entreprise et ensuite, on va rencontrer l'entreprise à la fin de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, hein, qui, dans certains cas, peut prendre quelques mois, voire quelques années lorsqu'on a des plans de sauvegarde de l'emploi importants qui prévoient des phases de départ et donc de licenciement étalées dans le temps. On rencontre l'entreprise à ce moment-là et on évalue en fait le nombre de suppressions d'emplois réels, c'est-à-dire vraiment les licenciements qui sont intervenus, puisque l'entreprise a la possibilité et a l'obligation même de mobiliser le processus de reclassement interne. Et donc il y a quand même, lorsqu'il y a des suppressions de postes, des reclassements internes qui se font dans l'entreprise. Donc on évalue en bout de course au final, combien de postes ont été réellement supprimés et concernant la suppression de ces postes, combien de licenciements ont été prononcés. Et s'engage alors une négociation avec l'entreprise. Avant la négociation, le préfet, dans sa décision d'assujettissement, indique en général le taux d'assujettissement auquel il va procéder. Et ensuite s'engage, sauf si l'entreprise a signé avec ses organisations syndicales un accord, ce qui est possible, hein, de mettre en œuvre la revitalisation dans le cadre d'un accord. C'est assez rare, mais ça arrive de temps en temps. Mais dans la plupart du temps, des cas, en fait, s'engage donc la négociation d'une convention de revitalisation où on se met d'accord avec l'entreprise sur les actions au regard du montant de la contribution qui est due par l'entreprise, donc qui est calculée en fonction du nombre de suppressions d'emplois constatées auquel on vient ajouter un coefficient multiplicateur donc par rapport au SMIC mensuel. SMIC brut mensuel, pardon. On vient en fait, on négocie en fait avec l'entreprise pour décider des actions qui seront conduites pour favoriser sur le territoire sur lequel les suppressions d'emplois ont été constatées, donc des actions qui vont favoriser la création d'emplois ou la création d'activités qui viendront compenser les suppressions engendrées par le plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord avec l'entreprise sur quelles sont les actions et les enveloppes qu'on va consacrer à ces actions pour justement revitaliser le territoire, la convention se déroule. Alors, en Île-de-France, en général, on est sur une période de 3 ans. Je ne sais pas si sur les autres régions, le cas est identique, parce que c'est vrai qu'en Île-de-France, on a des volumes de suppression qui sont assez importants, donc on peut avoir des montants de conventions de revitalisation qui sont assez importants, et donc il est toujours utile de prévoir une période un petit peu plus longue qu'une année. Et ensuite, on suit ces conventions de revitalisation, soit y compris avec des comités d'engagement où nous sommes présents, ainsi que l'entreprise, et parfois, ces comités d'engagement peuvent être ouverts à d'autres partenaires des actions qui ont été décidées conjointement. Et ensuite, l'idée est bien évidemment de suivre la mise en œuvre de ces actions, d'en évaluer les effets en termes de création d'emplois. Et si d'aventure certaines actions, parce que ça arrive, hein, connaissent des difficultés, bien évidemment, les comités de pilotage entre l'entreprise et les services de la DRETS, enfin, en l'occurrence de l'unité départementale des Hauts-de-Seine, ces comités peuvent être amenés à réaffecter en fait les fonds vers d'autres actions qui sont décidées en cours de la convention, avec évidemment on passe dans ces cas-là un avenant si d'aventure certaines actions rencontrent des difficultés de mise en œuvre.
ne sont pas pertinentes. Ah bah, allez-y, allez-y. Pour les Hauts-de-France, peut-être ajouter, on fonctionne un peu comme cela, évidemment, hein, c'est bien un pouvoir du préfet de département. Ce que je peux dire, c'est qu'il est vraiment très très rare de ne pas assujettir une entreprise qui remplit les conditions pour l'être. Il faut vraiment que l'entreprise n'ait pas de moyens, on va dire, pour ne pas l'assujettir. En Hauts-de-France, en 2023-2024, sur les 90 PSE que nous avons, il y avait 52 entreprises in bonis. C'est là-dessus qu'on doit raisonner parce que pour le redressement et la liquidation, c'est pas la peine. Et il y a eu à peu près 33% des entreprises qui ont été assujetties à la convention de revitalisation. Ce qui est très important dans la convention de revitalisation, c'est l'impact sur le bassin d'emploi. C'est ça qui va fonder ou pas le fait d'y aller. Et on ne raisonne pas de la même façon quand on est sur un bassin d'emploi, par exemple, comme la Melle, ou quand on est dans le Cambrésis ou dans l'Avesnois pour rester dans le département du Nord. C'est-à-dire l'impact n'est pas le même en fonction du nombre. Et là, c'est toute l'intelligence du dispositif que de savoir s'adapter à la réalité du bassin d'emploi qui est impacté par la fermeture ou le licenciement, enfin pas forcément la fermeture, mais la restructuration de l'entreprise, la suppression des postes. Et peut-être, si vous permettez que je complète, mais exactement dans la droite ligne de ce que vient de dire Bruno Drolez, on a aussi la possibilité maintenant, quand on est confronté à un PSE, donc c'est le cas chez nous, notamment Fonderie de Bretagne, et pas encore un PSE, mais dans les tuyaux, et Michelin, de demander à nos services statistiques, avec l'INSEE, de regarder un petit peu quels sont les impacts induits sur l'emploi dans l'ensemble du territoire. Parfois, les expertises qui sont commandées par les entreprises, elles vont aller regarder chez les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3. Nous, on a la possibilité, statistiquement, d'aller regarder tout ce que ça peut générer comme difficulté sur l'activité et l'emploi dans l'ensemble du territoire, et c'est souvent un cercle un peu plus large. Donc ça permet effectivement, comme le dit Bruno Drolez, de mieux cibler les actions qu'on va rechercher dans les conventions de revitalisation. Et puis peut-être un point aussi à rajouter pour dire que moi, dans un département, j'ai un fonds mutualisé de revitalisation, et que ça aussi, ça peut avoir de l'intérêt justement pour voilà, mutualiser un petit peu, ou disons mieux cibler les actions qu'on va mettre en place sur le territoire. Un remords, juste dire qu'on distingue deux types, alors je ne sais pas si c'est la même chose en Bretagne, mais on distingue deux types de comités. Il y a le comité de pilotage de la Convention qui est présidé par le préfet, qui associe les services de l'État, mais aussi les collectivités territoriales qui sont concernées par la restructuration. Et après, on a le comité d'engagement qui propose, action par action, de financer telle ou telle entreprise, création d'emplois. Il y a ces deux niveaux. Il y a une vision un peu stratégique, qui est le comité de pilotage de la Convention, et les comités d'engagement, où là, on discute concrètement des actions qu'on finance. Sans citer les entreprises, on pourra vous laisser des exemples. Et peut-être ajouter simplement un mot, mais vous avez sans doute en tête qu'il y a également deux types de conventions de revitalisation. Il y a les conventions locales et les conventions cadres nationales, selon l'ampleur de la revitalisation et l'impact sur les territoires. Soit elles sont traitées au niveau local, et ça, je vous disais, c'est 12% des PSE en Ile-de-France qui font l'objet de revitalisation locale. Et après, il y a également, sur des PSE plus importants et plus multirégions, des conventions cadres nationales pour assujettir les entreprises à de la revitalisation et avoir des impacts qui sont plus faits sur des actions d'envergure nationale et peut-être moins ciblées géographiquement, mais encore que, on a les deux types d'actions qui sont dans les conventions cadres nationales. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, moi, en Bretagne, j'ai seulement 5 conventions de revitalisation en cours. J'en ai 17 à venir avec l'augmentation des PSE sur 2024, mais le territoire breton peut bénéficier de conventions qui ont été négociées chez vous au niveau national. Merci beaucoup. Comment expliquez-vous la hausse des défaillances d'entreprises en 2024 et auriez-vous des prévisions, des prédictions pour 2025 ou en tout cas ou alors des intuitions, en tout cas des éléments qui pourraient nous permettre de voir un peu comment va se dérouler la suite de l'année? Je veux bien commencer, mais je n'ai pas beaucoup d'informations très précises à donner à ce stade, parce que bien que, encore une fois, je vous ai parlé du club éco-breton tout à l'heure, on se soit rencontrés il n'y a pas tellement longtemps, on a du mal quand même à évaluer les conséquences de la situation internationale et notamment des droits de douane sur les entreprises bretonnes. À ce stade, on pressent que ce n'est probablement pas majeur.
mais on a encore du mal à l'évaluer avec précision, y compris avec les branches, les consulaires, etc. En revanche, ce qu'on sait déjà, c'est que les quelques mois qui viennent se passer d'incertitudes à la fois géopolitiques, mais d'incertitudes politiques tout court, d'incertitudes sur l'adoption du budget, etc., ont quand même pesé sur la capacité des chefs d'entreprise à se lancer dans des investissements, leur capacité à recruter ou pas aussi. Ça se sent, évidemment, ça se sent sur les défaillances d'entreprise. On a tous vu les chiffres. Dont je l'ai dit, en Bretagne, elles augmentent à la fois en nombre et en taille. Ça se sent dans les décisions, j'ai dit, d'investissement et de recrutement. Voilà, beaucoup d'inquiétudes sur les mesures qui pourraient venir. Et même si ils ont conscience que le coût de l'énergie, très sensiblement à la baisse, les aide un peu, je dirais que, moi je trouve que le moral des chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer ces dernières semaines est un petit peu inquiétant. Ils sont très anxieux des mesures qui pourraient être prises au niveau national sur la taxe mobilité, par exemple. Donc voilà. Et ils invoquent, notamment pour l'industrie agroalimentaire qui est très importante en Bretagne, une activité qui ne se porte pas forcément mal, mais une rentabilité, enfin des marges qui baissent, des intrants, même si l'énergie baisse, d'autres intrants dont le prix augmente. Donc on sent quand même beaucoup d'inquiétude. Alors j'avais envie de dire d'incertitude, et on s'est fait un petit peu grondé, pour parler poliment, par les chefs d'entreprise qui nous disent que ce n'est pas de l'incertitude, c'est qu'on est dans un univers qui est trop mouvant pour qu'on puisse prendre des décisions sécures. Oui, peut-être pour compléter la hausse des défaillances d'entreprise. Donc effectivement, elle est documentée, on a en 2024 atteint un record depuis quelques années, même si on est loin encore des niveaux d'avant-crise, d'il y a 10 ou 15 ans. Elle s'explique, on a vu ça dans des études de conjoncture économique, notamment de la Banque de France, elle s'explique aussi en grande partie par un effet de rattrapage. Je ne sais pas si d'autres que nous l'ont peut-être déjà souligné. Après les mesures Covid, le quoi qu'il en coûte, et la fin des PGE, des prêts garantis par l'État, qui a effectivement, on a vu à un moment donné, il y a eu un effet d'accélération un peu brutal. Et ça s'explique aussi, tu l'as dit, par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. En Ile-de-France, on est notamment impacté sur des secteurs un peu nouveaux de la santé, de l'automobile, qui sont aujourd'hui particulièrement touchés. Le commerce reste aussi un des principaux secteurs qui est touché par des défaillances d'entreprises en Ile-de-France. Et puis vous dire aussi que ces tendances, elles sont nationales et que pour 2025, on voit qu'il y a une contraction de l'investissement, qu'il y a aussi des difficultés en termes de création d'entreprises, une détérioration générale du climat des affaires qui va sans doute impacter le nombre de défaillances d'entreprises qu'on va constater en 2025. Enfin, on ne s'attend pas à ce que ce soit une année excellente de ce point de vue-là. Un peu la même chose que mes collègues. Il y a des facteurs qui sont communs, qui ont été cités par Marc et Véronique, comme la hausse des coûts de l'énergie, le coût de l'énergie, le remboursement des PGE. Et après, l'analyse, elle se fait vraiment secteur par secteur. Si on prend, par exemple, en Hauts-de-France, si je prends la papeterie, on va se trouver avec la digitalisation et le moindre recours au papier. Si on prend la sidérurgie, vous avez actuellement une baisse de la demande qui est forte, qui est liée à la baisse automobile, de la construction automobile et du bâtiment, et en même temps des stocks très très importants en Chine et avec des importations en France, et puis une augmentation des coûts. C'est-à-dire, si on regarde la consommation, le commerce, aujourd'hui, les habitudes d'achat dans le retail sont plus du tout les mêmes. Elles s'accentuent d'ailleurs beaucoup plus qu'auparavant. Et ça provoque... Il y a des changements quasiment secteur par secteur à analyser. Et on a assez peu de visibilité, en fait, moi je trouve, pour 2025 sur les grands phénomènes macro qui sont en train de se produire. Et on gère plus des situations d'entreprise. Si on prend Auchan, la grande distribution, alors je ne sais pas si elle va bien ou si elle va bien mal en général, mais en tout cas, Auchan, s'il mène son PSE, c'est pour des raisons qui lui sont propres, et c'est comme ça qu'on y va et qu'on peut expliquer beaucoup des entreprises en restructuration qu'on accompagne.
Alors, mais une toute dernière, je n'avais pas vu une collègue se manifester, j'étais parti jusque... Donc une toute dernière, et puis de toute façon, vous avez adressé un questionnaire et éventuellement on vous sollicitera, mais merci d'abord pour vos réponses. Là, ma question, elle est plus dans les préconisations qu'on pourrait faire et dans la prospective qui est la nôtre. Il y a des éléments de réflexion où on se demande si on ne pourrait pas vous confier le contrôle du motif économique des licenciements. Vous me voyez venir. Et donc, je voudrais savoir à la fois quelle est votre réaction à chaud à cette proposition éventuelle. Est-ce que vous en auriez les moyens? Ce qui m'amène à une question dans la question. Quel est le regard que vous portez sur les moyens dont vous disposez aujourd'hui? Vous êtes face à des législateurs qui parfois peuvent voter un budget. Nous, ça ne nous est pas encore arrivé depuis un moment, mais en tout cas qui ont le pouvoir normalement de voter le budget. Et donc, nous sommes aussi sensibles aux questions qui pourraient se poser sur les moyens qui sont les vôtres pour accomplir vos missions particulièrement importantes dans un moment de difficulté économique comme celui que nous connaissons. Bruno, qui a l'ancienneté dans la maison, vous dira comment c'était avant, et notamment quand l'administration donnait ou pas des autorisations administratives de licenciement. Et puis moi, je vais vous dire un peu la vision que j'ai de la place des partenaires sociaux dans cette négociation et du coup de l'articulation entre les partenaires sociaux et l'administration dans la négociation des PSE. Alors, je dois à la vérité de vous dire, pour que vous ne soyez pas surpris, que j'étais négociatrice de l'ANI de 2013 et que donc, du coup, j'ai bien en tête ce qu'on a voulu faire au moment de 2013 et ce qu'on a voulu faire, y compris avec les parlementaires, hein, puisqu'on avait été auditionnés ici, sur la transformation de cet accord national interprofessionnel en loi. Ce qu'on a voulu faire, c'était renforcer l'autonomie des partenaires sociaux et leur capacité d'intervention surtout, hein, dans les discussions sur l'avenir des entreprises. Et il nous a semblé qu'ils étaient à plusieurs titres légitimes pour avoir ces discussions sur l'avenir de l'entreprise. D'abord parce que juridiquement, ça s'appuyait en 2013 sur finalement une évolution qui n'était pas si ancienne que ça, qui datait de 2008 sur la représentativité. Hein. Maintenant, on mesure la représentativité des organisations syndicales par l'élection des instances représentatives du personnel dans l'entreprise. Et non seulement on la mesure par le vote, mais ils y reviennent régulièrement, tous les 3 ans ou tous les 4 ans. Donc ça veut dire qu'ils ne s'engagent pas à la légère sans retourner vers leurs mandants que sont les salariés pour bien vérifier que ce qu'ils ont fait correspondait aux aspirations des salariés. Et puis l'accord majoritaire aussi, hein, qui est le corollaire de ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire que les PSE, ils font l'objet d'un accord majoritaire. C'est vrai qu'à une époque, avant 2008, à l'époque où il existait une présomption de représentativité de quelques organisations syndicales, c'est vrai qu'un employeur pouvait instrumentaliser une organisation syndicale très minoritaire pour signer un accord, et pourquoi pas un PSE. Ça n'est plus possible, hein. Ça n'est plus possible depuis 2008, donc du coup c'est aussi pour ça que cette évolution elle a été possible en 2013. Mais par ailleurs, ce à quoi on a veillé dans les discussions en 2013, c'est de donner vraiment les moyens aux représentants du personnel pour comprendre ce qui se passait dans l'entreprise et pour pouvoir peser sur la négociation et pour pouvoir décider en tout état de cause s'il y avait un motif légitime ou s'il n'y en avait pas. Hein. Donc l'enjeu principal, c'est vraiment d'avoir leur capacité en tant que partie prenante de l'entreprise, d'avoir la connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise. Alors ils l'ont d'une certaine façon spontanément, l'histoire, les marchés. Souvent ils les connaissent très très bien, mieux peut-être que des fonctionnaires qui voient ça de leur bureau, hein, parce qu'ils la vivent depuis des années. Mais aussi, donc, on est venu apporter ou compléter les outils à leur disposition avec la fameuse base de données économiques et sociales, qui est plus étoffée que les informations qu'ils pouvaient avoir avant. Alors, je ne redis pas tous les éléments que doit comporter la base de données économiques et sociales. On a rajouté le E d'environnemental après, peut-être bien en 2017, je crois. Ils doivent avoir des informations sur l'investissement social, sur les investissements matériels et immatériels de l'entreprise, sur ses fonds propres, sur son endettement, sur l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, la rémunération des financeurs, important. Et puis, un point qui nous a paru très important et qui n'était pas avant dans les informations auxquelles avait accès les représentants du personnel, ce sont les flux financiers entrant et sortant de l'entreprise. C'est-à-dire qu'y compris dans une entreprise qui appartient à un groupe, les représentants du personnel ont la capacité de savoir comment s'organisent les flux financiers entre les entreprises du groupe et qu'une entreprise ne soit pas
délibérément mis en difficulté pour justifier un PSE, etc. Donc, un élément extrêmement important, j'insiste un peu parce que je crois avoir vu qu'il y a des velléités parlementaires, peut-être pas ici, de revenir, en tout cas pour un certain nombre d'entreprises, sur la mise à disposition de cette BDSE. Moi, je pense qu'en termes de cohérence, si on veut être cohérent avec la volonté de justement de confier cette responsabilité aux partenaires sociaux, il faut continuer à mettre à leur disposition les outils dont ils ont besoin. Le deuxième outil important, c'est le recours à l'expertise. Donc ça existait déjà avant, mais c'est en quelque sorte sanctuarisé. Et ce que j'ai évoqué tout à l'heure et que je veux redire un peu avec force, et c'est en cela qu'il y a une articulation entre l'administration et la capacité et l'autonomie des partenaires sociaux, c'est que l'administration, elle peut intervenir à tout moment des discussions. On a dit depuis le début, dès l'annonce, l'administration est présente auprès de l'employeur, auprès des représentants du personnel. Donc l'administration, elle peut intervenir à tout moment pour que ces outils soient mis à disposition. Elle peut faire des lettres d'observation, elle peut faire des injonctions, et elle en fait. Je crois qu'en Bretagne, on a dû en faire 3 ou 4 sur la période concernée. Et on peut même aller jusqu'au délit d'entrave pour un employeur qui se refuserait à donner les informations ou à ouvrir droit au recours à l'expertise. Donc voilà, moi j'insiste sur le point que les partenaires sociaux, ils ont une légitimité à connaître de la situation, ils la connaissent intrinsèquement, ils ont des outils pour la connaître, ils ont des outils pour peser. Ça ne veut pas dire que l'administration doit être absente, et comme je l'ai dit, elle intervient en appui, elle intervient en aide, et à ce stade, moi, cette articulation, je la trouve plutôt assez pertinente. Mais Bruno, toi qui as l'expérience des deux époques. Oui, alors pas de la troisième, qui était l'autorisation administrative de licenciement. Je n'étais pas encore dans les services, mais j'ai le souvenir de mes premiers directeurs qui me disaient, quand elle existait, elle a été supprimée en 86, je crois, et qui me disaient on les acceptait tous. Donc je ne sais pas si c'est le cas, je ne l'ai jamais vérifié, mais c'était en tout cas ce qu'ils disaient à l'époque. Moi, j'ai géré effectivement des PSE sous l'Empire, des constats de carence, de ce qui était préalable. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place de l'administration et des partenaires sociaux dans la gestion du PSE est absolument incomparable. Je suis entièrement d'accord avec tous les arguments qu'a développé Véronique. Je rajouterai également celui que si on devait porter une évaluation, si on devait apprécier le motif économique ou pas, ça concentrerait nos échanges avec les représentants du personnel inévitablement sur cette question. C'est la première question que nous posent les organisations syndicales lorsqu'elles viennent rencontrer la dette pour évoquer l'annonce du licenciement. C'est est-ce que vous trouvez que le motif économique, c'est pas ce qui va se passer après, c'est est-ce que vous trouvez que le motif économique est justifié? Et là, effectivement, on est amené à leur expliquer qu'on ne peut pas le faire. Mais je pense que ce serait la seule question et la question centrale. Et ça nous priverait probablement de la possibilité d'intervenir et de garantir, enfin, sur la procédure, sur les expertises, sur tout ça. On aurait beaucoup plus de difficultés à jouer notre rôle si on avait les deux champs que si on avait uniquement celui qui nous est dévolu aujourd'hui. Ça, j'en suis intimement convaincu. Oui, merci. Enfin, je ne vais pas rajouter ma voix, mais je souscris totalement. Et l'opportunité, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à imaginer un contrôle par l'administration. Aujourd'hui, le système tel qu'il est construit, finalement, n'est pas si inefficace. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Véronique, l'administration n'est pas sans moyens. Nous, dans un certain nombre de PSE, il nous est arrivé par voie d'injonction, y compris par voie d'injonction, souvent dans les lettres d'observation, mais aussi par voie d'injonction, à la demande des organisations syndicales ou des CSE, de demander un éclairage supplémentaire sur le motif économique, d'étayer davantage, d'expliquer, d'apporter des explications qui n'apparaissaient pas dans la première version des documents qui ont été soumis à l'information consultation. Donc ça nous arrive et on n'est pas sans moyens pour essayer d'améliorer l'information des salariés qui eux-mêmes sont accompagnés par des experts et qui sont souvent bien plus compétents que les experts de l'administration pour analyser ce genre de sujet. Et donc j'en viens à ma deuxième partie de réponse sur les moyens, et qui était aussi dans votre question. Aujourd'hui, il est clair qu'on ne les a pas, les moyens, enfin, à la fois en volume d'effectifs dédiés à cette activité, il faudrait renforcer les effectifs, et aussi en termes de compétences. C'est sous-jacent, il faudrait des profils un peu différents de ceux qui sont aujourd'hui, c'est un peu moins juridique, un peu plus économique. Et donc, si on devait un jour être amené à le faire, il faudrait revoir évidemment notre organisation, nos moyens.
Merci, monsieur le rapporteur. Madame la députée Martin, je vous en prie. Merci. Vous avez quasiment répondu. Bonjour, tout d'abord, je vous prie de m'excuser. Vous avez quasiment répondu à la question que je voulais poser dans la suite de la question sur les moyens que vous a posé Benjamin Lucas, qui est évidemment la question des effectifs. Vous êtes un service public et l'on sait que les services publics ont été soumis à un régime d'austérité qui est fort difficile. Pour autant, si vous pouvez nous faire passer des chiffres, peut-être sur la période considérée jusqu'à maintenant, 2013-2025, ça serait une très bonne chose. Moi, je veux vous interroger peut-être sur un cas d'école, mais je sais que vos services côté Grenoble ont accompagné donc les salariés de Vencorex. Vous connaissez bien sûr l'affaire Vencorex. Donc c'est une usine qui est sur une plateforme chimique, qui a un enjeu national, et donc puisqu'il a été décidé qu'il serait liquidé par les directions, ils ont donc cherché des termes alternatifs, non pas tant du côté d'un PSE, mais du côté, par exemple, d'une SIC. Et je sais que vous les avez accompagnés. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur cette dimension-là. C'est-à-dire que, comment appréciez-vous cette capacité que vous avez à accompagner des alternatives, justement, à des plans de licenciement? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ces sujets? Est-ce qu'il vous manque, tel que ça vient peut-être d'être dit, des éléments pour être au plus proche dans l'accompagnement? Et à quoi vous heurtez-vous, par exemple, lorsqu'on est dans une situation où un projet de SIC paraît tout à fait étayé, y compris parce qu'encore une fois, on a confiance vis-à-vis des services de l'État, et qu'on se dit « Ah, il y a eu un accompagnement des services de l'État, donc quand même, cette affaire doit tenir la route, et badaboum, on va au tribunal de commerce, et c'est une toute autre offre qui n'a strictement rien à voir, ni en termes de volume d'emploi, ni en termes de souveraineté, etc., qui est finalement retenue. » Donc, qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Est-ce que c'est un cas d'école? Ça s'est juste passé à ce moment-là et à cet endroit-là? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes davantage rompu? Dans quelles conditions? Avec quel manque, etc. Vous pouvez me dire sur un cas d'école. Ça vaudra évidemment comme une réponse. Moi, non, je ne connais pas ni le cas dont vous parlez, et j'essaye de regarder un petit peu comment on pourrait intervenir avec les outils qu'on a. Moi, je pense que là, votre question, c'est est-ce qu'on peut accompagner le représentant du personnel à présenter un projet alternatif au projet de PSE? Je dirais non, pas vraiment. Je vois pas trop où pourrait se situer notre rôle, si ce n'est le faire aider par l'expert. C'est plutôt l'expert du comité d'entreprise du CSE. On dit maintenant c'est plutôt l'expert du CSE qui accompagne et qui outille les élus dans la construction d'un éventuel projet alternatif. Parfois, elles sont aussi aidées par leurs organisations syndicales, leurs branches, leurs confédérations éventuellement. Je regarde même du côté du CRP, mais je ne vois pas, c'est pas son rôle au CRP. Le CRP, il va suivre la procédure, il va mettre en relation, éventuellement aller chercher des financeurs, etc. Mais il ne va pas participer à la co-construction, à mon sens, d'un projet alternatif. En tout cas, moi, je n'ai pas d'exemple en Bretagne. Non, c'est la même chose pour les Hauts-de-France, entièrement d'accord avec ce que vient de dire Véronique. C'est au bout du bout le président, c'est le tribunal de commerce qui va déterminer. Nous, par contre, on a plus en amont. Lorsque l'entreprise commence à avoir des difficultés, nous l'accompagnons pour voir avec elle quelles sont les possibilités pour que l'activité soit maintenue avant qu'on en arrive là. Et c'est là que ça peut-être se jouer. Je ne dis pas forcément avec les salariés, mais nous explorons le rôle des CRP, le rôle des DARP, c'est de regarder avec l'entreprise ce qui peut être fait lorsqu'on est alerté suffisamment tôt dans des difficultés de l'entreprise et avant qu'on en arrive à une procédure judiciaire. Après, il est un peu trop tard, j'aurais tendance à dire.
Je suis assez surprise, mais c'est parce que je dois avoir un défaut d'information sans doute, puisque les salariés de Vencorex, en l'occurrence, alors je ne sais quelle était la nature de l'intervention, mais en tout cas l'ont beaucoup apprécié, ça c'est absolument certain, mais peut-être qu'il faut qu'on revienne vers eux pour qu'ils nous en disent... davantage. Et après malheureusement, non, ça n'était pas en amont, hein, ce soutien... Mais bon, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose avec vous, en tout cas, c'est certain. Peut-être on peut demander aux collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes peut-être de faire un papier complémentaire sur le sujet. Madame la députée, est-ce que vous avez encore éventuellement une question? Non. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je vous remercie pour la qualité de vos réponses et la précision de vos réponses. Il se pourrait qu'en partant d'ici, vous dites « Mince, j'avais un truc extrêmement important qui aurait pu révolutionner le système et je ne l'ai pas dit ». Donc n'hésitez pas dans les réponses écrites que vous pouvez nous faire parvenir d'ajouter toute information, toute remarque que vous jugerez pertinent pour accompagner la rédaction du rapport réalisé par monsieur le rapporteur. Merci à vous toutes et à vous tous. La séance est levée.